Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. Roger Gessens, en tant que journaliste, historien de la dernière guerre et que résistant aussi des forces armées belges, vous avez été amené à vous intéresser à l'espionnage en général et en particulier l'espionnage en Europe centrale. C'est ainsi que vous avez été amené à examiner plus particulièrement le cas d'un espion qui est pratiquement et totalement inconnu et que vous considérez comme un des plus grands espions actuels. Comment s'est passée cette révélation ? C'est véritablement un hasard extraordinaire. Je m'étais rendu à Prague en 1965 pour suivre un colloque sur la résistance en Europe. J'y ai rencontré différents historiens et le hasard m'a mis en contact avec un professeur d'histoire tchèque qui s'appelle Čestmír Amort et qui m'avait donné 2 ans auparavant des textes, des écrits, des articles sur la Bohême et la Moravie du temps de Napoléon. C'est ainsi que j'ai été amené un jour dans la vieille ville de Prague à me trouver devant ce monsieur Amort, le professeur Amort, et devant aussi une bouteille de vin blanc de Bohême. Et mon Dieu, le plaisir de se rencontrer nous avait peut-être un peu forcé les choses. Le professeur Amort m'a confié une histoire extraordinaire sur un espion fantastique que personne ne connaissait. J'étais très intrigué, enthousiaste, mais bien entendu, j'ai demandé les documents. Oui, réticent. Et pendant 8 jours, tous les jours, on me promettait les documents pour le lendemain, à un point tel que je me suis demandé si véritablement ce vin blanc de Bohême n'était pas monté à la tête de mon professeur et qu'il m'avait véritablement raconté des choses extravagantes. Et puis, j'ai dû quitter Prague parce qu'enfin mon programme était accompli. J'arrive à l'aéroport pour prendre un avion qui devait me conduire à Moscou et 10 minutes avant de prendre place à bord de l'avion, le professeur Amort est arrivé à l'aérogare, essoufflé, rouge, et m'a jeté sur les genoux des quantités de documents, photos, archives, photocopies, que j'ai pu voir très rapidement, compulser très rapidement en quelques minutes, et qui m'a fait véritablement croire que tout ce qu'il m'avait dit était vrai. Bien entendu, j'étais obligé de partir, mais bien entendu aussi, je me suis empressé de retourner à Prague le mois suivant. Et là, grâce au professeur Amort et grâce à d'autres amis, j'ai pu resuivre toute l'enquête et découvrir ce qu'était réellement cet agent qui, je le prétends, est un des plus grands de la Seconde Guerre mondiale. Je n'étais à cette date du 6 avril 1936, qui vit notre première rencontre avec A54, que le major Bartik, mais j'étais déjà le chef du contre-espionnage du 2e bureau tchécoslovaque, et l'amiral Canaris, auquel je m'étais souvent opposé, m'avait déjà donné le surnom de diable boiteux, boiterie provoquée par une blessure reçue lors de la Première Guerre mondiale. Je me rendis avec le major Frank au rendez-vous fixé par notre mystérieux correspondant sur une route qui longe la frontière allemande, près de la ville de Vajpurté. Il pleuvait et il ventait lorsqu'à 8h30 du soir, nous distinguâmes sa silhouette qui se détachait d'un bouquet d'arbres entourant un moulin et qui s'avançait vers nous. Grüß Gott,
Mot d'ordre? Halt, Vater. Voulez-vous nous suivre? Notre voiture est garée au détour de la route. Bien, nous y serons à l'abri pour que je vous montre les échantillons que je vous ai apportés dans mon sac à dos. Allons-y. Veuillez écouter aujourd'hui L'espion qui venait de l'autre côté, avec Julien Berthaud, Vicky Messica et la participation de Roger Gessens. Je regardais l'homme qui venait de franchir la frontière pour nous offrir ses services dans le bureau du commandant de la caserne Masaryk à Chomutov, où nous avions décidé de le conduire pour discuter plus commodément avec lui après un rapide examen des intéressants documents qu'il nous avait remis dans la voiture. Il avait 32 à 35 ans. Il était de taille moyenne et son allure était tout à fait quelconque. Son crâne était rasé à la mode prussienne, mais il avait des yeux perçants, un peu enfoncés. Il semblait un homme tranquille, calme. Enfin, il répondait aussi brièvement que possible aux questions que lui posait le colonel Moravec, chef de notre service de renseignement. Vous avez signé la première lettre que vous nous avez adressée le 8 février dernier à Prague, FM 137. En effet. De même les suivantes qui justifiaient votre offre par des renseignements échantillons. Les lettres qui nous fixaient le rendez-vous de cette nuit portaient les initiales R et V. Exact. Ces initiales sont-elles celles de votre nom réel? Non. Vous ne connaîtrez pas mon nom et c'est la condition primordiale que je mets à notre accord. Vous ne devrez jamais essayer de percer mon identité. Ah. Et nous acceptons cette condition, mais vous devez admettre que vos offres trouveraient plus de crédit auprès de nous si nous savions qui les formule. Je regrette, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Je vous dirai seulement que je suis employé civil de l'armée du Reich et que je suis attaché au renseignement de Dresde en tant que dessinateur et photographe. Nous respecterons votre incognito. Je vous en fais promesse. Merci. Et nous continuerons donc à vous donner la référence sous laquelle nous avions inscrit votre dossier, soit A54. Bien. Pouvez-vous nous donner des raisons qui vous ont amené à nous proposer votre collaboration? Bon, c'est très simple. J'ai besoin d'argent. Je vous demande donc 15 000 marks, dont 4 000 serviront à rembourser une dette criarde. Nous vous donnerons cette somme si nous acceptons votre collaboration. Mais pourquoi ne pas vous être adressé aux Français? Ne sont-ils pas plus directement intéressés que nous par vos révélations? Je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Les Français prennent les choses trop à la légère et mes risques seraient trop grands avec eux. Ensuite, parce que les renseignements que je vous apporte intéressent directement la Tchécoslovaquie. Vous êtes la première cible du gouvernement hitlérien. Ensuite, il y en aura d'autres, la Pologne, la France, qui subiront une guerre d'agression. Puis la Russie sera attaquée à son tour. Cette affirmation surprenante me semble bien subjective. Mais pouvez-vous nous en fournir des preuves? Je le ferai en temps utile. Mais voici tout d'abord, sous forme de tableaux et de photocopies, des renseignements sur l'organisation de la Gestapo et du service de renseignement allemand. Oui. Tenez, là j'ai noté pour vous les noms des responsables de l'Abwehr à Dresde et à Breslau et leur numéro de téléphone secret. Ces photocopies concernent les réseaux des agences de la frontière et des agences à l'intérieur de la Tchécoslovaquie. Et voici la liste des agents. Le contre-interrogatoire auquel nous le soumîmes nous prouva que nous avions affaire à un homme initié, un homme parfaitement au courant de l'activité du service de renseignement de l'Abwehr de Dresde, activité particulièrement dirigée contre la Tchécoslovaquie. Nous lui avons versé 3000 marks et 200 couronnes tchécoslovaques et nous l'avons fait reconduire à la frontière par le capitaine Fritsch et le major Frank, qui attendirent un long moment auprès du moulin de Vejprté pour être certain que A54 avait regagné sans encombre l'autre côté. Pendant 2 ans, A54, qui signait alors Voral ses renseignements, nous dévoila le secret des organisations de combat des séparatistes sudètes, leur dépôt d'armes clandestins, ainsi que le nom des espions allemands œuvrant dans notre patrie. Le 12 mai 1938, dans un bureau de la gendarmerie de Louny, l'espion qui venait de l'autre côté nous fit des révélations d'une importance extrême. Une campagne de provocation et de sabotage éclatera
La veille de vos élections communales, le 22 mai, les Allemands, soi-disant torturés des Sudètes, appelleront à leur aide leurs frères du Reich. Des formations SS envahiront le territoire tchécoslovaque entre les villes de Dessine et de Bílina et appuieront les troupes des corps Sudètes qui ont été armés. Cette action sera déclenchée dès que le mot d'ordre « Amtsverwalter » aura été donné sur les ondes de la radio allemande. Merci, Voral. Nous allons prendre des mesures en conséquence. Les frontières furent fermées. Des réservistes et des spécialistes appelés, l'infanterie et l'artillerie occupèrent des positions sur les lignes de défense de la frontière qui fut fermée. Grâce à A54, Hitler ne put agir contre nous à la date qu'il avait prévue. Mais la fructueuse collaboration que nous avions avec A54 faillit tourner court le 12 septembre 1938. Le major Frank et le capitaine Fricht, en costume civil, se trouvaient dans une voiture qui ramenait à la frontière notre agent après qu'il leur eut remis des spécimens d'armes légères nouvelles. Ils traversaient des bois près de la ville de Wölfte lorsqu'une quinzaine d'hommes, tirant des coups de feu, firent stopper la voiture. Quels peuvent être les hommes qui viennent de nous tendre une embuscade? Je les reconnais, ce sont des Horners, des hommes de main nazis qui ont dû franchir la frontière clandestinement. Ah, nous sommes fichus. Ils vont nous faire prisonniers tous les trois et nous emmener en Allemagne. Mais non. Ne sortez surtout pas, laissez-moi faire seul. Je vais leur parler. Capitaine Frisch, tenez-vous prêt à tirer, comme je suis prêt moi-même à le faire. Je crois, Major Frank, que cela ne sera pas nécessaire. Notre ami revient vers nous tout souriant. Allez, en route. Heil Hitler! Heil Hitler! Bon sang, que leur avez-vous dit pour qu'ils nous laissent ainsi passer? Que nous appartenions au parti. Que nous étions en mission, ils m'ont donné le mot d'ordre, Langmark. Ne l'oubliez surtout pas, vous en aurez besoin pour le retour s'ils vous interceptent à nouveau. Croyez bien que nous allons faire en sorte de ne pas égarer en route ce Langmark. Les deux officiers se servirent effectivement du mot de code et rentrèrent à Prague sains et saufs. Imaginez quelle pouvait être notre curiosité concernant la réelle identité d'A54, car nous n'avions pas cru un seul instant qu'il n'était qu'un simple dessinateur-photographe, et cet épisode confirmait notre impression que nous avions affaire à un personnage bien placé du régime nazi. Mais nous avions promis de ne pas chercher à savoir qui il était, et nous craignions trop de perdre ce collaborateur précieux par notre curiosité pour trahir notre promesse. Le 11 mars 1939, nous eûmes une nouvelle preuve de l'aide inestimable que cet homme mystérieux nous apportait. Le capitaine Frisch avait été chargé du contact qui devait avoir lieu le matin à 7 heures au buffet de la gare de Tournoff. Vous permettez, monsieur, que je m'assoie à votre table? Mais je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, sans lait. Je me présente, Paul Hans Steinberg, représentant un instrument optique. Et moi, Emile Schwartz, de Prague. Voici votre café, monsieur. Merci. Beau temps, n'est-ce pas? Bien qu'un peu frais pour la saison. Je suis de votre avis, monsieur. Les pays tchèques, la Bohème et la Moravie seront envahis le 15 mars, soit dans 2 jours. Et la Slovaquie proclamée État indépendant. C'est terrible ce que vous m'annoncez là. Pouvez-vous venir jusqu'à Prague en informer le colonel Moravec? Oui, je peux. Alors, en ce cas, je vais régler mon café et sortir. Très bien. Dans quelques minutes, vous me rejoindrez dans la voiture Tatra noire qui stationne en face de la porte du buffet. D'accord. Garçon, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, voici ce dont je suis venu vous informer, avant même que j'ai reçu de mon agent le télégramme par lequel il doit nous prévenir, dès son retour en Allemagne, si l'Abwehr doit se joindre aux unités de police et de SA qui doivent envahir notre pays le 15 mai. Colonel Moravec, je sais que vous êtes un bon officier de renseignement et que vous vous prenez pour tel. Mais cette fois, vos agents vous ont conté une véritable fable. Si des événements comme ceux dont vous faites état se préparaient, moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je devrais en être informé le tout premier.
Restez tranquille. Et à l'avenir, ne nous apportez plus d'informations aussi inquiétantes, susceptibles de provoquer de l'agitation et de troubler l'ordre public. Ce que le ministre Tchalkovsky n'avait pas voulu croire, l'envahissement de la Tchécoslovaquie par les Allemands, le ministre de la Défense nationale et tous les autres membres du gouvernement ne le crurent pas davantage. Seuls nous, les officiers des renseignements, fîmes confiance à A54 et agîmes en conséquence. Nous brûlâmes dans la nuit du 13 au 14 mars des piles de documents et ayant obtenu, grâce à la collaboration d'un agent de l'intelligence service à Prague, l'arrêt d'un avion de ligne de la KLM, les 10 officiers et des caisses contenant le reste des archives, dont celles concernant A54, s'envolèrent en direction de Londres. L'amiral Canaris ne trouva ni les hommes ni les documents quand il entra le lendemain 15 mars dans les locaux du 2e bureau tchécoslovaque pour se saisir des uns et des autres. La résistance tchèque s'organisa aussitôt aussi bien sur le sol de notre patrie qu'en Angleterre, d'où nous gardions le contact avec des agences de renseignement installées à Belgrade, à Zurich et à La Haye. Cette dernière, sous la direction du major Frank, fut chargée de reprendre le contact avec A54 ou Voral. Bonsoir, Madame Jelinek. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Votre magasin n'est pas encore fermé. Oh, nous savions que vous alliez venir. Monsieur Franck vous attend dans l'arrière-boutique. Si vous voulez y passer. Bien sûr. Ah, enfin vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Vous ne deviez pas, Franck. J'avais promis de me rendre à La Haye le 3 août 1940. Vous auriez pu en être empêché. Oh, plus que jamais, Voral, nous avons besoin de vos renseignements. Tous les rapports qui nous parviennent annoncent des concentrations de troupes au long de la frontière polonaise. Est-il vrai que la Pologne sera bientôt envahie? Oui, 50 divisions sont prêtes à passer à l'action. Et à quelle date? Elle n'est pas encore connue car une dernière offre sera faite à la Pologne. Et j'ignore les termes de cette offre. Dès que je connaîtrai la date précise du déclenchement de l'attaque, je vous télégraphierai à ce magasin des favorites, le texte suivant. Marchandise arrivera je donnerai la date du premier jour de la mobilisation. Bien. Les chefs nazis pensent-ils que la France et l'Angleterre interviendront pour soutenir la Pologne? Ils sont persuadés que ces deux pays n'apporteront qu'un soutien matériel et financier. Mais si, contre leur attente, la France entre en guerre pour venir en aide à la Pologne, Hitler et les chefs militaires ont décidé de se borner à prendre une position défensive derrière les lignes de fortification occidentales. Cela toutefois jusqu'à ce que la Pologne soit réduite à merci. Mais les Anglais pensent que la conquête de la Pologne prendra au moins 3 ans aux Allemands. Quelle regrettable illusion. Non, écoutez, prévenez-les, je vous en supplie, que la guerre contre la Pologne sera menée avec des moyens immenses en personnel et matériel, et que ce pays succombera rapidement. En cas de guerre, vous ne pourrez plus sans doute nous joindre par nos contacts habituels. J'ai prévu cette éventualité. En cas d'extrême urgence, vous pourrez me contacter par une jeune fille tchèque dont voici l'adresse. Libuz Rybalova, Prague 1, Dloua 37. Prague 1, Dloua 37. Bon, je vais maintenant taper sur cette vieille machine à écrire des époux Jelinek toutes les informations que j'ai pu réunir sur les recherches et arrestations effectuées par la Gestapo en Tchécoslovaquie. Merci, Voral. Merci. Mais installez-vous bien. Poussez ces boîtes de gants. Je vais demander à Madame Jelinek de vous préparer un bon café. Et des sandwichs. Merci. Voral revint plusieurs fois dans le magasin des Tchèques Jelinek, qui payèrent 3 ans plus tard leur patriotisme de leur vie. Je ne peux que vous citer quelques-unes des extraordinaires informations qu'il nous communiqua. Ainsi, ce fut lui qui, le premier, prévint Londres de la mise au point des V1. Cette arme secrète est une sorte de torpille qui, après avoir été tirée en l'air, se transforme en avion. La précision du tir au but n'est pas grande pour le moment. Une lettre adressée de Prague par la petite Gertica à sa tante de Stockholm, datée du 28 janvier 1940 et soumise à des réactions chimiques, annonçait « Les préparatifs de l'attaque aérienne contre l'Angleterre se poursuivent. Offensive à l'ouest, il est probable que la frontière sera franchie entre la France et la Belgique. On n'a pas encore décidé l'occupation de la Belgique et de la Hollande, mais elle se prépare. Quand l'invasion de ces pays sera définitivement décidée, j'en donnerai l'information par une annonce dans le journal Narodny Politika. Je ne serai pas déplacé à l'ouest, car il y a beaucoup de travail à Prague.
Naturellement, les officiers du 2e bureau tchécoslovaque à Londres devinrent les lecteurs assidus des annonces du Národní politika. Le 17 mars 1940, sous le numéro 26207, ils relevèrent celle-ci. François, tout va bien, me souviens et te cherche. Gertica. Messieurs, je crois que sous peu la Hollande et la Belgique seront attaquées. Cette annonce de A54 en est le signal pour nous. Mais c'est par un télégramme reçu le 1er mai par les époux Jelinek et retransmis par le major Alois Frank que nous en eûmes la confirmation. Concernant commande Charbon-Coq, directeur télégraphie, fourniture le 12 mai à la maison Hugo, impossible. Lettre suit, Charles Frank. Autrement dit, d'après les conventions arrêtées entre A54 et nous, cela voulait dire que 2 jours avant la date mentionnée sur le télégramme, soit le 10 mai, l'Allemagne attaquerait la Hollande. Avertis à temps, la famille royale et le gouvernement hollandais quittèrent les Pays-Bas et gagnèrent l'Angleterre. L'occupation de la Hollande provoqua une nouvelle fois la rupture du contact avec notre si précieux et si mystérieux agent A54. Le colonel Moravec, chef du service de renseignement du gouvernement tchèque exilé à Londres, prit alors la décision d'avoir recours à la résistance intérieure tchèque pour le retrouver. Major Bartik, A54, dont les informations ont toujours été confirmées par les faits, et qui a permis à notre SR jusqu'alors de donner les renseignements les plus précieux et les plus exacts à nos alliés et hôtes anglais, doit être coûte que coûte contacté. Lui seul est capable de nous confirmer l'incroyable nouvelle d'une possible attaque de la Russie par l'Allemagne. Je pense de même, mais comment le retrouver? Nous ignorons totalement où il est, nous savons seulement qu'il doit actuellement résider en Tchécoslovaquie. Oublierez-vous qu'il nous a donné le nom et l'adresse d'une jeune fille tchèque? Non, mais qui peut la contacter? Un des membres du service de renseignement de la résistance intérieure. Les colonels Chouravi, Balavan ou Massin. Ou encore le capitaine Vaclav Moravec, avec lesquels nous communiquons par les émetteurs clandestins Sparta 1 et Sparta 2. Mais c'est impossible. A54 ne veut point avoir de contact avec eux. Il prétend que sa sécurité personnelle en dépend. Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Je vais faire télégraphier à Sparta 1 les indications nécessaires pour rencontrer cette Libouze Ribalova, et par elle retrouver celui dont le dernier pseudonyme était Franta. Mademoiselle Libouze Ribalova? Oui, monsieur. Que me voulez-vous? Prêtez-moi grande attention, mademoiselle. Je vous écoute, monsieur. Pizek. Ah oui, je comprends. Que puis-je faire pour vous? Il me faut absolument parler à Franta. Oui. Dites-le-lui pour nous et arrangez un rendez-vous avec lui. Bien. C'est grâce à Libouze que vers la fin juin 1940, le capitaine Vaclav Moravec, qui sera un des célèbres 3 rois de la résistance tchécoslovaque, rencontra place de la vieille ville Franta, alias A54, et les renseignements fournis par lui reprirent le chemin de Londres grâce aux émetteurs clandestins que les Allemands s'acharnaient pourtant à découvrir. 4 septembre 1940. Je vous informe que l'attaque contre l'Angleterre aura lieu le 15 septembre. Elle débutera par l'action d'une quantité énorme d'avions de bombardement qui utiliseront des gaz lacrymogènes et irritants. Au cours de cette attaque aérienne, les Allemands doivent tenter de débarquer des forces armées en utilisant toutes sortes de navires, de bateaux rapides et de sous-marins. Une proclamation a été préparée par laquelle le roi George VI doit promettre à l'Allemagne une alliance inconditionnelle et une loyauté absolue. En cas de refus du souverain, il doit être destitué. Hitler a l'intention de le remplacer par l'ex-roi Édouard VIII. Walter Schellenberg, du 6e bureau du RSHA, doit prendre contact avec le duc de Windsor au Portugal pour préparer cette éventualité. Schellenberg ne put rencontrer le duc de Windsor puisque celui-ci fut envoyé en grande partie à la suite de la formation de A54 comme gouverneur des îles Bahamas, et l'Angleterre ne fut pas envahie par l'armée allemande car les Anglais, grâce à des attaques aériennes massives, détruisirent ou rendirent inutilisables les ports susceptibles d'être des lieux de rassemblement pour les unités de débarquement. Dans les semaines qui suivirent, notre SR à Londres était fort intrigué par le projet d'opération de la Wehrmacht
désigné sous le nom de code de Barbarossa. Message destiné à Sparta 1. Demandez à Franta que veut dire Barbarossa. Que Franta donne détail du plan Barbarossa. Sparta 1 à Londres. Franta indique que Barbarossa couvre le plan d'agression contre l'Union soviétique. Londres à Sparta 1. Franta peut-il donner la date de Barbarossa? Sparta 1 à Londres. Franta indique que l'opération Barbarossa doit commencer le 15 mai 1941. Churchill, avisé, prévint par lettre personnelle Staline, qui ne fit nul cas de l'avertissement. Barbarossa fut d'ailleurs remis par Hitler au 22 juin 1941, car il régla auparavant le sort de la Yougoslavie et celui de la Grèce, que A54 ou Voral, devenu René, avait également annoncé. Mais fin avril, la Gestapo s'emparait du colonel Balaban, un des 3 rois, et détruisait l'émetteur Sparta 1. Le deuxième roi, le colonel Massin, était capturé à son tour le 13 mai, et, bien que cruellement torturé, ne livrait pas à 54. Lors de ces 2 arrestations, Václav Moravec, manifestant une folle audace, avait réussi à s'enfuir. Devenu le chef des renseignements de la résistance intérieure, lui seul gardait le contact avec A54, alias René. Il est impossible, René, que nous continuions à nous rencontrer dans cette forêt ou dans la vieille ville de Prague. Je suis traqué, mon radio et moi, nous devons changer chaque jour notre lieu d'émission. Mais je crois que c'est plus prudent, en effet. Convenons de boîte aux lettres où je pourrai mettre mes informations. Écoutez, je vous propose une cabine téléphonique où je glisserai dans l'annuaire, à la page 95 par exemple, une lettre anodine que vous décoderez. Très bien. On pourrait aussi se servir d'un creux que j'ai repéré dans le monument érigé sur la tombe du général Blumenfeld, au cimetière militaire de Prague. Entendu. Mais prenez garde à vous, Moravec. Et vous, à vous-même, René. Les informations de A54 continuèrent donc de nous parvenir à Londres, et cela de mai à octobre 1941. À l'entrée de l'Italie dans la guerre, la Suisse sera probablement envahie. Le SS Standartenführer Horst Böhm, chef de la police de sécurité nazie à Prague, a été désigné. Londres au capitaine Moravec. Questionnaire pour René. Est-il vrai que Canaris s'est rendu en Turquie? Quels sont les plans allemands contre la Turquie? Quelles sont les dernières nouvelles du front de l'Est? Où se trouve actuellement le quartier général de Hitler? Quel est l'état d'esprit des soldats de la Wehrmacht? Prague à Londres. Les interrogatoires des résistants arrêtés ont gravement menacé la position de René. Il demande s'il peut se réfugier en Suisse ou en Turquie. Il est décidé à rester jusqu'au moment ultime. À vos hommes, je ne révèle rien sur lui. Mais depuis plus d'un an, un groupe spécial de la Gestapo de Prague recherchait le traître qui portait les surnoms de Voral ou de René. À sa tête se trouvait un homme obstiné, le secrétaire criminel supérieur, Willy Abendschön. Les hostilités terminées, ce furent sa comparution et son interrogatoire le 12 août 1945, devant les officiers du service de renseignement tchécoslovaque, qui nous permirent de connaître enfin l'identité et le sort de A54. Celui qui avait été surnommé par ses collègues de la Gestapo Willy l'enragé n'était plus, après la défaite de l'Allemagne, qu'un homme servile prêt à tout dire. Abendschön, quand et comment avez-vous pu établir l'identité de l'agent surnommé René? Dans la nuit du 4 octobre 1941, la Gestapo de Prague a réussi à localiser et prendre un poste émetteur clandestin dans la banlieue de Prague. Des dépêches signées René, prêtes à être envoyées à Londres, ont été saisies. Ces dépêches m'ont enfin permis de découvrir qui était René. Pourquoi? 3 personnes seulement à Prague pouvaient avoir eu connaissance des renseignements qu'elles contenaient. Karl Hermann Frank, un des adjoints de Heinlein, le Standartenführer Otto Geschke, chef de la Gestapo de Prague. Votre chef? Oui. Or, ces 2 hommes étaient au-dessus de tout soupçon. Et quel était le 3e? Le docteur Holm. Le docteur Holm? Le chef du réseau pour la Turquie de l'Abwehr. Dr. Holm était son nom de travail.
Et comment s'appelait-il en réalité? Il s'agissait du Hauptmann Paul Tümmel. Vous dites que Paul Tümmel aurait été notre agent René. Vous devez vous tromper. Le Hauptmann Tümmel était avant-guerre un des plus dangereux espions de l'Abwehr de Dresde, plus spécialement chargé des réseaux Netz 1 et Netz 2 dirigés contre la Tchécoslovaquie. Il ne pouvait être A54. C'est ce que pensa Heydrich que nous informâmes de nos suppositions. Il donna pourtant l'ordre de l'arrêter à son bureau et de faire une enquête approfondie à son sujet. Quels furent les résultats de cette enquête? Nuls. Tümmel protesta énergiquement de son innocence et informa les hauts dignitaires du Parti national-socialiste de la suspicion dont il faisait l'objet. Nous apprîmes ainsi que Tümmel, ancien boulanger-pâtissier, était entré en 1928 dans le service de renseignement et que son appartenance au parti nazi datait des commencements de celui-ci, puisque sa carte de membre portait le numéro 61 574, ce qui lui donnait le droit au port de l'insigne d'or du parti nazi. Il dirigeait à Prague l'activité de l'Abwehr en direction des Balkans et du Proche-Orient. Et il était un collaborateur très apprécié de l'amiral Canaris. Nous avons donc reçu l'ordre de le libérer en lui faisant des excuses. J'ai même dû lui offrir mon amitié. Veuillez continuer votre déposition à Bunchen et nous dire tout ce qui concerne A54, alias Voral, alias René. 4 mois après avoir dû relâcher Paul Tümmel, ma certitude qu'il était bien le traître qui vous renseignait fut confirmée par une déclaration des officiers britanniques Stevens et Best, enlevés à Venlo, qui affirmèrent qu'un Allemand haut placé s'était rendu plusieurs fois à La Haye pour y rencontrer l'officier de renseignement tchèque Frank. Mon enquête révéla que Paul Tümmel s'était rendu, à cette date de 1939, à La Haye en mission. Otto Geschke me donna l'autorisation d'arrêter une nouvelle fois le suspect, mais dans le secret le plus absolu. Il fut donc interrogé le 26 février 1942 dans les bureaux de la Gestapo de la ville de Kladno. Mais oui, je l'avoue. Je suis René. J'avoue aussi que j'étais et que je suis encore en rapport avec le capitaine Václav Moravec. Mais cela uniquement en vue de dévoiler toute l'organisation de la résistance tchécoslovaque. Je n'avais pas à vous informer de cette entreprise, n'en devant rendre compte qu'à mon chef direct de l'Abwehr, von Kornatzky. Les protestations violentes de l'amiral Canaris, qui avait fini par apprendre l'arrestation de son agent, nous obligèrent à relâcher Tümmel pour la 2e fois, le 2 mars. Mais nous avions mis une condition à cette libération. René devait nous livrer le capitaine Václav Moravec. Il promit, mais il réussit à nous jouer en prévenant plusieurs fois Moravec afin que celui-ci ne se rende pas au rendez-vous fixé par lui. J'arrêtai donc Tümmel pour la 3e fois le 20 mars 1942. Le lendemain, le 3e roi, après s'être défendu héroïquement contre les hommes de la Gestapo, se suicidait pour ne pas être capturé. Il fallut donc au SR tchèque attendre la fin de la guerre pour apprendre d'une façon certaine, par la déposition de Willy Abendschön et celle d'Otto Geschke, ainsi que par les papiers de la Gestapo qui furent saisis, l'identité de A54 et son sort. Ce qu'il advint de Tümmel, je vais vous l'apprendre. Convaincu de haute trahison, il aurait dû être jugé par le tribunal du peuple, mais étant donné sa qualité d'agent de l'Abwehr, il était justiciable de la Wehrmacht. Et celle-ci refusa de le faire passer en conseil de guerre. Il fut emprisonné à Térésine et ne comparut devant aucune juridiction. A54 demeura 3 ans à Térésine, sans que ses compagnons de geôle aient pu savoir qui était Pietr Thaumann, son dernier faux nom. Il passait pour un ancien attaché militaire hollandais et se fit remarquer par son calme et son humanité. Le 27 avril 1945, 12 jours avant la fin de la guerre et la libération de la prison de Térésine,
Paul Tümmel, alias Voral, alias Franta, alias Gertica, alias René, était fusillé.